Je vais partager ma présentation. Deux petites secondes. Là, je partage l'intégralité de mon écran, vous voyez, j'imagine. Et donc, est-ce que là, vous voyez ma présentation? Très bien, super. Donc, je vais essayer de reprendre, de rebondir sur certains points qui ont été déjà traités, en essayant d'apporter un regard complémentaire par rapport à ma propre expérience. À l'origine, je suis docteur en neurosciences cognitives, donc je m'intéresse aux mécanismes cérébraux par nature inconsciente, et c'est pour ça qu'on utilise des méthodes d'imagerie cérébrale pour les analyser, les comprendre, non pas les diagnostiquer, ça c'est du domaine médical, mais plutôt de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans notre perception du monde, dans notre perception des émotions, dans notre gestion, dans notre mode de pensée, etc. Et je m'intéresse donc principalement aujourd'hui à l'interaction, au rapport qu'on a avec le numérique et l'impact qu'il a surtout dans le monde de l'entreprise. Et c'est à ce titre-là que nous avons constitué avec d'autres collègues experts dans différents domaines, puisque le numérique touche de façon très large une multitude de domaines, l'impact environnemental, l'impact sur le monde du travail, sur l'éducation, sur la parentalité, sur voilà, un certain nombre d'impacts différents, sans vouloir, comme l'a bien dit Eric Roussel, sans vouloir présager ou présumer de l'intentionnalité de ceux qui les ont conçus, mais en tout cas, on ne peut pas nier les effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, et qui sont à de multiples égards. Donc, c'est l'objectif de notre association, c'est précisément d'avoir ce regard d'observation, de sensibilisation, et dans l'objectif aussi de développer, de lancer des actions de recherche et aussi de prévention. Et on intervient très souvent dans des entreprises. Et dans ces entreprises-là, malheureusement, on intervient souvent, moi on m'appelle souvent après que l'outil ait été implémenté. Et donc, on se retrouve face à souvent des constats de la façon dont les choses sont perçues et les tensions et les climats que ça peut créer dans une équipe. Et c'est justement pour ça que je suis très heureux de pouvoir être avec vous et que je remercie le CAPRAT de m'avoir invité pour pouvoir justement dire qu'il y a plein de choses possibles en termes de prévention avant que l'outil soit instauré ou une fois que l'outil est installé, même peut-être pendant les discussions sur la nécessité ou les raisons ou les objectifs ou les problèmes auxquels sont censés résoudre ces outils. Et que c'est à ces moments-là qu'on peut vraiment pouvoir avoir une discussion sans être dans l'immédiateté, sans être dans l'urgence, sans être dans la précipitation. Et c'est un des éléments clés pour pouvoir justement bien adresser ces sujets-là. De façon concrète et simple, je vais essayer d'être le plus basique et le plus simple possible sur tous ces aspects. Alors, pour démarrer, alors peut-être dans le chat que je ne vois pas, mais que certains pourront me transférer vocalement, j'aimerais vous demander très rapidement de me dire si vous vous sentez concerné par certaines des phrases que je vais vous dire. C'est une façon de remettre un petit peu d'interaction, parce que l'outil numérique aussi permet cette interactivité. C'est ça qui est intéressant. Alors, dites-moi, levez la main virtuellement si le téléphone portable est la première chose dont vous vous saisissez le matin au réveil. Peut-être, voilà, voilà, merci. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Effectivement, le réveil a disparu, l'alarme réveil a disparu de notre quotidien. Les téléphones sont souvent sur notre table de nuit, et c'est souvent la première chose dont on se saisit le matin et la dernière chose dont on compose le soir avant de se coucher. La deuxième chose, c'est lever la main si vous sentez parfois votre téléphone vibrer dans votre poche ou dans votre sac à main, alors qu'il n'est pas dans votre poche, dans votre sac à main. Est-ce que ça vous... Non? Eric, ça ne sont pas concernés. Sandrine, peut-être? Non. C'est des choses qu'on observe aussi parfois, cette sensation, on l'a évoqué, il y a plein
de réaction physiologique corporelle presque à notre téléphone, qui fait partie de notre vie de façon presque prosthétique aujourd'hui. Et on mesure parfois, on détecte cette chose-là. Des statistiques montrent que la majorité des Français ne sont pas prêts volontairement à se séparer de leur téléphone plus d'une heure et qui commencent à sentir un inconfort à ça. On peut le voir quand on fait des présentations en public, on peut le voir aussi avec des étudiants lorsqu'on est en cours. C'est très très rare de se séparer de nos téléphones, c'est les aspects de nomophobie qui ont été évoqués. Autre point, plus lié au monde du travail, est-ce que parfois ça vous arrive de vous sentir agacé ou énervé lorsque vous envoyez un mail et que vous n'avez pas de réponse dans la journée? Ah, là, d'accord. On arrive à des sujets effectivement un peu plus. On rejoint cet aspect d'immédiateté et d'injonction à la réponse, à la réaction. On le voit dans Twitter où dès qu'il y a une information, on se sent obligé de réagir le plus vite possible parce que la réaction est plus importante que la façon même que le message qu'on veut transmettre. Et ça, on le retrouve avec le FOMO, le Fear of Missing Out. On le retrouve avec plein d'autres aspects dans notre vie quotidienne, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Et les messageries instantanées, les emails, tout un tas d'outils ont changé cet aspect-là et on a beaucoup de temps maintenant passé sur ces formes-là. Donc là, c'était juste très rapidement des petits éléments. Et si vous êtes concerné par ces 3 points-là, ça peut être intéressant d'en discuter un peu plus en détail dans les questions-réponses. Alors, très rapidement, mais ça a déjà été évoqué, mais là, c'est des chiffres de 2020 et on a encore eu des chiffres encore plus récents post-confinement. Là, c'était avant. On voyait que dans le monde, on passait déjà 7 heures en moyenne, ce qui représente 40% de notre vie éveillée sur Internet, ce qui est quand même pas anodin. En France, on était plutôt aux alentours de 5 heures par jour en moyenne. Là, les derniers chiffres que je n'ai pas mis, mais qui proviennent de mesures post-Covid, entre guillemets, post-intégration du Covid dans nos vies, et du confinement, du télétravail, ça a littéralement explosé. Et ça, évidemment, ça s'accompagne de beaucoup d'effets de répercussions, hein, comme ça a été évoqué. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce temps passé sur les outils numériques, les outils connectés, je dirais, ne cesse d'augmenter d'année en année. Et c'est ça qui est un point intéressant à noter, que ce soit dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Ce temps augmente d'année en année, alors qu'évidemment, de façon assez prosaïque, le temps de notre journée, lui, n'évolue pas d'année en année. Et donc, en général, ce temps passé sur ces outils, eh bien, il vient grappiller, rogner différents autres temps qui étaient consacrés à des activités personnelles, des hobbies, des interactions sociales, familiales, etc. Et le sommeil, évidemment, qui est souvent le premier réservoir qu'on va utiliser parce qu'on a l'impression qu'il ne concerne que nous et qu'il va moins impacter les autres, mais il va être aussi source d'autres impacts. Et bien forcément, on se retrouve dans des situations où, pour retrouver ce temps libre, retrouver ce temps utile, comme pour certains, on parle de questions de rentabilité, d'efficacité, de productivité, et bien souvent, on va se retrouver dans des situations de multitâche, de polyactivité, et ça va avoir d'autres conséquences aussi, et ça rentre en interaction avec des mécanismes intrinsèques à notre cerveau qui ne sont pas forcément définis à être multitâche ou tel que le multitâche existe aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même intéressant de le voir, et là, c'était jusqu'en 2017, c'est ce petit graphique que j'avais fait, mais si on voyait 2020-2021, là, on serait sur des aspects totalement différents encore. Dumas, apparemment, Oui. certaines personnes ne voient pas défiler le diaporama. Ah, alors ça, c'est très problématique. Donc, il faut peut-être Euh, l'enlever et le remettre à chaque nouveau slide, alors, peut-être. ça, alors, attendez. Ah oui, je vois que c'est pas le même. Alors, attendez. Oui, oui, c'est pas la bonne fenêtre qui a été prise. Alors, attendez, je vais revenir. Euh, euh, 2 petites secondes. Ça arrive et je vais pouvoir. Normalement, là, vous voyez défiler. Est-ce que c'est bon? Non, Non. toujours pas. L'outil numérique nous Oui. perturbe. Alors, est-ce que là, vous voyez l'intégralité? Sinon, je peux passer comme ça. Là, c'est bon? OK. Donc voilà, ça, c'était le graphique. Je suis désolé pour ce petit problème technique. Vous voyez donc l'évolution en temps passé sur les outils numériques et on voit que ça ne cesse d'augmenter d'année en année. Là, ça s'arrête en 2017.
2020-2021, l'écart est encore plus élevé. Donc, c'est ça qui est intéressant quand même à observer. Cette hyperconnexion, moi je parle plutôt d'hyperconnexion, parce que je reste dans le domaine infraclinique, je ne vais pas sur le sujet des conséquences, des aspects diagnostiques ou pathologiques. Je parle d'hyperconnexion parce que je vois que ce temps augmente, je vois qu'il y a des modifications sur la nature du travail qui ont été très largement expliquées et décrites par Eric Roussel. Je vois un certain nombre de prédominance des usages, surtout la façon dont nos interactions sociales aussi changent, sur des observations très simples qu'on peut avoir maintenant tous au quotidien dans des salles d'attente ou des arrêts de bus ou des restaurants ou dans des réunions. On est dans des situations d'hyperconnexion, à mon sens, qui sont assez faciles à observer. La question, c'est cette hyperconnexion, elle s'accompagne de challenges, de répercussions ou de symptômes ou de manifestations qui sont maintenant très bien catégorisées. On en a parlé, il y a la nomophobie, il y a le FOMO, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut traiter là très rapidement qui sont un peu plus spécifiques au monde du travail, que je voudrais décrire très rapidement parce qu'il y a des liens avec l'aspect cérébral. D'abord, il y a l'infobésité. C'est encore un mot valise, on l'a vu, il y en a plein. Olivier Palmieri nous l'a dit. L'infobésité, c'est la contraction d'information et obésité. Ça, c'est le fait qu'on est sujet de plus en plus à un volume d'informations qui augmente en permanence. On a estimé, alors ça mériterait d'être creusé, qu'un cadre aujourd'hui recevait 10 fois plus de volume d'informations qu'il y a 15 ans. Et cette information, elle a de multiples natures, par les emails, par les messageries instantanées, par les dossiers, les documentations, les outils, on l'a évoqué, qui nous produisent un certain nombre d'éléments à traiter. Et beaucoup de gens se retrouvent littéralement submergés par cette information. Parce que la réalité cérébrale par rapport à ça, si on veut parler de réel, et la réalité de notre fonctionnement neurophysiologique, c'est que le cerveau passe déjà le plus clair de son temps à filtrer l'information. Et il ne peut pas traiter l'information dans son intégralité, parce qu'il est limité dans sa capacité à traiter l'information. D'une part, parce que son attention est limitée, donc on ne peut pas être attentif de façon globale à tout en permanence, c'est littéralement impossible. Donc notre cerveau doit sélectionner les éléments sur lesquels il est attentif au détriment du reste. Évidemment, c'est toujours un focus qui est fait, le reste devient quasiment invisible pour notre perception. Donc, il y a cette première chose. Et ensuite, même sur quoi il est attentif, eh bien, même ça, sa capacité à traiter l'information est aussi limitée. Donc, on se retrouve dans une sorte de situation où, pour certaines raisons, on peut être, en tout cas, avoir l'envie, le désir ou l'injonction de vouloir traiter ce volume d'informations qui augmente, mais on est dans l'impossibilité physiologique de le faire. Donc ça pose plein de problèmes par ailleurs, et ça, c'est un élément qui est intéressant à avoir en tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le blurring, donc le flou qui existe entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est intéressant de l'évoquer de façon très simple, parce qu'en fait, on a un élément très basique, c'est que nos outils, ils sont les mêmes, et ça peut-être que c'est nouveau aussi par rapport à d'autres choses, c'est que les outils qu'on utilise dans le travail et dans la vie personnelle, ben maintenant, c'est quasiment les mêmes outils. Le smartphone, le laptop, l'ordinateur portable, les écrans, tout ça, les choses sont liées. Et on voit que du coup, on a la frontière peut-être qui était peut-être plus facile parfois avant sur certains postes ou certains métiers à définir entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ben, elle devient de plus en plus difficile. Et ça, on l'observe. Dans le temps de travail, on consulte souvent des communications personnelles et inversement, lorsqu'on rentre chez soi, on continue parfois à avoir accès à ces communications professionnelles. Ça a des impacts de stress aussi et aussi sur la sphère personnelle. Souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on emmène notre hyperconnexion professionnelle dans notre sphère personnelle et on contamine en fait en quelque sorte le foyer et notre caractère exemplaire lorsqu'on a des enfants ou des proches, on ramène tout ça à la maison, au dîner, le soir,
Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, je pense, à étudier en termes de prévention dans le milieu du travail. Donc ça, c'est une chose aussi. Et enfin, le multitasking, le multitâche, la polyactivité qu'on observe de plus en plus, qu'on observe, alors je vous donne des petits exemples, mais on l'observe par exemple en réunion, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ça a été évoqué le phubbing, donc le fait de se saisir de son téléphone et détourner son attention de la personne qui présente par exemple en réunion ou de la personne avec qui on se trouve au restaurant. Et on va volontairement, c'est quand même un message fort qu'on envoie aux personnes avec qui on se trouve, avec qui on a choisi normalement volontairement d'être présent, d'être en coprésence, aussi bien physique qu'attentionnelle ou émotionnelle. On leur envoie ce message de se concentrer plus sur autre chose. Et ça, c'est intéressant parce que ça arrive dans la sphère personnelle, mais aussi professionnelle. Quand on a construit, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, j'ai passé 15 jours à travailler sur une présentation de slide en réunion. J'ai enfin réussi à avoir mon manager, mon dirigeant qui est présent. Et finalement, et en même temps, il est en train de traiter ses emails, en train de traiter ses communications. Et ça, c'est vrai que ça, cérébralement, notre attention ne peut pas être divisée de façon aussi qualitative que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, on va faire le test tous ensemble très rapidement. Donc ça, disons que c'est trois choses très simples qu'on peut voir et qui est intéressant à discuter en fait dans l'entreprise. Pour revenir sur l'infobésité, je vous donne des exemples sur chaque chose très bref. C'était une étude d'Adobe en 2016 qui montrait qu'on passait l'équivalent de 99 jours par an à lire et à traiter nos emails, ce qui est quand même considérable. Moi, j'arrive toujours pas à croire à ce résultat, tellement je le trouve faramineux. Je pense qu'en 99 jours, on peut quasiment apprendre les rudiments d'une nouvelle langue ou d'un nouvel instrument de musique. Donc, ça fait quand même, je pense, réfléchir sur ça. Ça rejoint un élément qu'on observe dans les analyses, c'est que notre temps passé, quel qu'il soit, ou le nombre d'interactions qu'on a avec les outils numériques, smartphones notamment, bon, elles sont quasiment toujours sous-estimées. C'est-à-dire que comme c'est souvent des micro-interactions tout au long de la journée, des choses dont on ne connaît en général pas trop la date de fin ou l'heure de fin, c'est-à-dire qu'on sait quand on démarre, mais on ne sait jamais trop quand ça s'arrête, et qui sont saupoudrées tout au long de la journée, et que notre attention, eh bien, elle est distribuée, eh bien, on a du mal à estimer le temps qu'on passe. Et donc, je vous invite tous, déjà, si vous avez envie, de regarder sur vos smartphones en fin d'intervention et de regarder. Maintenant, on a facilement le temps passé qui est chronométré sur nos iPhones ou sur Android, etc. Et souvent, on est surpris. On est surpris souvent par ça. Donc, c'est un premier élément intéressant. Deuxième point, donc, sur les aspects de blurring, ça, c'était une étude de l'IFOP en 2017. 78% des cadres déclaraient consulter leur communication professionnelle pendant les vacances et le week-end. Ça, c'est quand même un élément aussi important. Ce qui est intéressant, c'était aussi d'analyser les raisons qui les poussaient à le faire. Et souvent, c'était des raisons pour vérifier que le travail était fait, ou pour être sûr que l'information était transmise, ou pour ne pas rater d'informations en rentrant après, lorsqu'ils revenaient de vacances ou de week-end. Ça, maintenant, c'est quand même bien décrit dans le droit à la déconnexion depuis 2017, fin 2016, début 2017, qui s'accompagne d'un certain nombre d'éléments, notamment des éléments de formation, des incitations à la formation. Je pense que ce n'est pas pour rien si ce droit est apparu. C'est aussi parce que cette connexion pendant le soir et les week-ends, elle n'est pas anodine, elle n'est pas dénuée d'impact. Enfin, pour arriver sur l'aspect du multitâche, est-ce que déjà certains d'entre vous se sentent concernés par cette activité de multitâche qui, je pense, est assez logique? C'est-à-dire quand on se retrouve dans une situation où on peut avoir un certain nombre de contraintes vis-à-vis de notre productivité ou d'éléments à rendre ou de temps à fournir ou de choses à faire, et qu'on voit que notre temps se réduit. Et que parfois, on peut avoir le sentiment, c'est des choses qui me sont témoignées, et j'ai beaucoup de choses de ce qu'a dit Eric Roussel, que j'ai entendu par ailleurs lorsque j'interviens en entreprise, qui corrobore ce qui a été dit. Et j'ai aussi le témoignage de « je finis ma journée, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à faire ce que je devais faire,
Donc, je me reconnecte le soir, je me reconnecte après avoir couché les enfants, etc., après dîner, pour pouvoir finalement avoir cet espace de tranquillité pour pouvoir produire ce que je devais produire. Quand on se retrouve dans cette situation-là en pleine journée, ben, on se dit, évidemment, logiquement, on peut se dire, ben, le meilleur moyen d'être le plus productif, le plus efficace, eh bien, ça pourrait être de faire plusieurs choses en même temps. Comme ça, j'augmente, je multiplie ma capacité de production. Donc, ça paraît plutôt logique. Est-ce que certains d'entre vous le pratiquent parfois? Alors, De pouvoir... j'ai 4 oui déjà à votre question. Voilà. Et ça continue. Voilà. Je pense qu'on le voit assez régulièrement. Moi, j'essaye de ne pas le faire, mais ça m'arrive encore parfois d'avoir peut-être un Slack d'ouvert, un WhatsApp, un Teams de temps en temps pendant autre chose, et on va voir que ça a un impact purement cérébral, là, pour le coup. Donc, je vais vous proposer de faire un petit jeu, une petite expérience ensemble, très rapide. Donc, pour ceux qui le peuvent, soit donc dans les participants, si on peut rallumer certains micros, ou au moins pour les panélistes qui, eux, ont accès à leur micro, si vous voulez participer à cette petite expérience. Vous êtes d'accord? Les panélistes? Sandrine, Eric, Olivier, super. Johan. Donc, je vais vous demander à haute voix, le plus vite possible, de compter de 1 à 10 maintenant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 9, 6, 9, 10. 10. Super, merci. Maintenant, je vais vous demander de réciter les lettres de l'alphabet de A à J le plus vite possible à haute voix maintenant. A, B, C, D, K, A, B, C, D, E, F, G, J. H, J. Si, c'est valable aussi donc, pour toutes les personnes qui sont présentes. Si vous pouvez le faire chez vous, je vous invite à le faire. Ou dans votre bureau, dans votre open space, si vous êtes actuellement, ça peut être intéressant. Et maintenant, je vais vous demander, peut-être certains l'ont vu venir, de faire les deux en même temps, c'est-à-dire A1, B2, C3, etc., jusqu'à J10, à haute voix, maintenant. A1, B2, C3, 4, J, blablabla. Voilà. Certains ont abandonné, je comprends. À la moitié à peu près. Voilà. Vous avez peut-être pu ressentir, on en fait l'expérience, c'est ça qui est intéressant. On a fait l'expérience et on ressent quand même qu'il y a un des trois exercices qui est plus désagréable, plus pénible, peut-être plus source d'erreur aussi, qui va prendre aussi plus de temps. C'est-à-dire qu'on voit que si on avait fait le premier exercice et ensuite le deuxième, ben le temps cumulé des deux, finalement, est inférieur au temps qu'on ferait à faire les deux en même temps. Et en fait, là, ce qu'on a demandé à notre cerveau, c'est littéralement du multitâche, c'est-à-dire qu'on lui a demandé d'utiliser un réseau, on pourrait dire le réseau du décompte ou de l'énumération, et on lui a demandé de faire à la fois un décompte sur les lettres et en même temps sur les chiffres. Sauf qu'un neurone, à l'échelle individuelle, un neurone ne fait qu'une seule chose à la fois. Alors, il le fait très très vite, il est extrêmement performant et très sophistiqué, mais il reste limité aussi. Et lorsqu'on demande à un réseau de neurones de faire quelque chose, eh bien, il ne peut pas faire en tant que tel, biologiquement parlant, deux choses en même temps. Donc, du coup, il va switcher, entre guillemets, passer d'une chose à l'autre très rapidement pour nous permettre de faire ce qu'on a l'intention de faire. Et ça, c'est surtout valable pour tout ce qui concerne l'attention. L'attention, c'est un mécanisme, donc c'est un réseau de neurones qui est dédié à focaliser, à orienter notre attention aussi bien visuelle, auditive, sur certaines choses. Et si on va avoir une attention pleine et entière, eh bien, elle ne peut être véritable que sur une chose à la fois. Si on essaye de distribuer notre attention, forcément, on va mettre notre cerveau dans un aspect, je dirais, dans des conditions qui ne sont pas optimum pour lui et qui va aussi être plus consommateur d'énergie. Ça, c'est aussi un élément, c'est plus fatigant. Donc, ça, c'est un des gros sujets qu'on a dans tous les métiers qui demandent beaucoup de concentration aussi, comme les pilotes de chasse ou les gens dans la station spatiale qui vont avoir plein de bips partout. On essaye d'améliorer ça et on se rend compte que c'est très, très compliqué d'améliorer cette capacité-là au prix d'efforts très, 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 très conséquents. Pour répondre peut-être à une question qui risquera d'être posée, il y a des choses quand même qu'on peut faire en multitâche, c'est très, très particulier, c'est lorsque les mécanismes cérébraux sont automatisés. Ça va être chanter sous la douche, faire du vélo en regardant la route. On peut le faire en multitâche parce qu'on a automatisé un des éléments. J'ai automatisé mon pédalage, donc je peux me concentrer sur la route et voir ce qui se passe.
je peux siffloter en marchant. Voilà, c'est des choses là, ça a été automatisé. Mais l'attention, c'est pas là où ça fonctionnait. Donc ça, ce qui se passe, qu'on a fait là, eh ben, c'est ce qui se passe au quotidien lorsqu'on reçoit des notifications, qu'on va être extrait de notre travail, lorsqu'on va regarder un mail en même temps qu'on veut écouter une réunion, qu'on va regarder un film en même temps qu'on regarde nos réseaux sociaux, voilà, tout un tas de situations comme ça, qu'on va regarder le GPS en même temps qu'on conduit. Tous ces moments-là où notre attention va être diffuse, eh bien, ça va avoir des impacts à ce niveau. J'ai un étudiant, juste pour vous dire à quel point moi, je sous-estimais comment dire, le multitâche dans nos vies quotidiennes. J'ai un étudiant qui m'a dit que maintenant, il avait pris l'habitude de regarder ses séries le matin sous la douche avec son téléphone. Donc, déjà, j'ai été surpris par la capacité de nos téléphones à être éteints sous la douche, mais apparemment, c'est le cas des plus récents. Et donc, voilà, il en est arrivé au point où il veut tellement optimiser son temps que le temps de la douche est utilisé aussi pour regarder des séries en fractionné sur, je sais pas, sur une semaine de douche. Je ne sais pas comment il fait, mais voilà, ça vous dit un petit peu à quel point on observe beaucoup de situations multitâches. Voilà, ça c'était très rapidement sur les aspects, pour compléter sur ces aspects-là. Je vous donne quelques pistes de prévention sur la façon dont on peut l'aborder. La première chose que moi j'observe, c'est d'abord, sans vouloir inférer sur les raisons pour lesquelles ou les intentions qui sont à l'origine de l'implémentation d'un outil, souvent ils peuvent être avec des bonnes intentions, de vouloir justement simplifier le travail, améliorer la productivité, etc. Mais ce que j'observe dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y a rarement eu, et vous pourrez me dire dans la suite, de moments où il y a une véritable concertation pour bien analyser le contexte, comme ça a été évoqué, dans lequel s'inscrit cet outil. Déjà, le problème auquel il répond concrètement dans le métier, spécifique au métier auquel il est concerné, et le contexte dans lequel ça s'inscrit, c'est-à-dire à la fois le métier, la culture de l'entreprise. Et quand je parle de culture d'entreprise, je le répète souvent, mais c'est la culture réelle, pas la culture affichée dans la communication, mais la culture vraiment implicite de l'entreprise, et aussi sur les valeurs qui sont liées à ces aspects-là. Et sans oublier, bien sûr, les contraintes auxquelles vont être sujets les collaborateurs, les salariés, les managers, les dirigeants, quel que soit leur rapport dans l'entreprise. Parce que tous vont être sujets à des contraintes différentes qui va souvent se caractériser ou se traduire aussi par l'implémentation de cet outil numérique. Et la façon dont on va orienter ou se dépêcher de le mettre en place. Donc, nous, ce qu'on observe, c'est que il y a rarement eu ce moment, en fait, d'arrêt, de pause, où on prend le temps de juste se concerter, soit en amont, soit pendant, soit après l'implémentation, de comprendre quelles vont être les répercussions de ces outils, quelles vont être leurs conséquences, à quels besoins ils répondent et dans quel environnement ils s'inscrivent. Ça, déjà, ça paraît assez basique, ça paraît assez évident, mais je le vois très peu, très peu en entreprise. Donc ça, déjà, je pense que ça serait... Et ça, donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait dans l'entreprise, accompagné ou pas, mais je pense que c'est un élément clé. Nous, on le fait dans des entreprises, souvent quand l'outil est déjà là, quand ils sont déjà implémentés, et on l'a fait parfois aussi en amont, ce qui était vraiment encore plus positif, mais c'est arrivé de le faire plus souvent après. Et pour vous dire les choses telles qu'on les a vécues aussi, nous, c'est difficile aussi de séparer l'émotion qu'on a dans ces moments-là. On a eu des témoignages ou des situations durant ces ateliers. Alors, je vais pour le bruit, il y a mon chat aussi des fois qui intervient pendant les conférences. On met tout le monde sur la table, c'est-à-dire qu'on met des managers, on met des gens de la direction, on met des stagiaires, on met différentes personnes. C'est intéressant d'avoir tous ces regards aussi par rapport à ça. Donc évidemment, dans ces cas-là, l'ouverture de la parole doit être aussi animée pour être sûr que tout le monde puisse s'exprimer sans risque, sans contrainte. Mais on a eu un cas où, pendant l'atelier, pendant ces discussions sur les effets, sur les contextes et les effets, eh ben, on a eu une personne qui s'est littéralement mise à pleurer pendant l'atelier. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le niveau
de l'impact sur elle, sur son travail, était tel qu'au moment où elle a commencé à échanger avec ça sur ses collègues, on s'est retrouvé dans une situation où la personne s'est littéralement mise à pleurer, tel l'impact était chargé d'émotions. Et en parallèle, on avait une autre personne dans l'atelier qui ne comprenait, qui était persuadée que son métier, c'était d'envoyer des emails le dimanche soir pour préparer ses réunions du lundi et être certain que tout le monde avait l'information. Et on en avait une autre personne qui était persuadée, elle, que son métier, c'était d'être en permanence en réunion et que c'était comme ça que c'était son activité et que du coup, pour traiter tout ce qu'elle devait traiter, elle était obligée d'être en multitâche. Vous voyez, il y a plein aussi de croyances qui sont générées, que des fois on a par rapport à notre métier et qui sont intéressantes d'échanger. Et en fait, le fait juste de pouvoir juste mettre les choses à plat, déjà, ça a été un point extrêmement puissant dans l'avancée. Je le dis, ça paraît évident souvent, mais je pense qu'on prend rarement le temps de le faire. En tout cas, c'est ce que j'observe, donc je me permets de le dire. Ensuite, il y a tout ce champ de ce qu'on appelle la digital detox. Alors, je l'ai mis entre guillemets parce qu'il peut être connoté. Ce que je vois derrière, en fait, c'est très brièvement, c'est de faire l'expérience. Comme on a fait l'expérience là du multitâche, parce que c'est bien de parler d'aspects théoriques, etc., mais je pense que c'est aussi très intéressant de faire l'expérience des choses et on en tire aussi des ressentis et des enseignements différents. Ce qui est intéressant là, c'est de faire l'expérience d'une déconnexion, l'expérience d'une journée sans Internet, l'expérience d'une heure sans smartphone, l'expérience d'une journée sans email, d'en faire l'expérience dans son activité, dans son quotidien. Ça, ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur. Ça ne va pas résoudre le problème en tant que tel, mais être à l'écoute de ce qui se passe dans notre esprit, dans notre corps, dans nos interactions, dans notre métier, alors qu'on en fait l'expérience, ça peut être, et lorsque c'est discuté après, ça peut être extrêmement enrichissant et ça peut nous mettre le doigt sur des choses aussi dont on n'avait pas conscience parce qu'on est tellement embarqué dans l'action, dans le métier, dans l'accélération, etc., on oublie en fait. Et je mets au défi les personnes tous ici présents, nous tous, c'est quand la dernière fois que vous avez passé un week-end 100% déconnecté, sans votre smartphone, ou une journée de travail sans email totalement. C'est devenu très très rare aujourd'hui. Donc je pense que c'est intéressant de faire l'expérience. Et c'est aussi intéressant de la faire entre collègues, parce que là, ça peut générer des discussions. Et nous, on le voit souvent, ça génère des échanges, une prise de conscience du temps libre, du temps généré, de l'attention. L'effet sur l'attention, il est considérable quand on fait ces moments-là. Donc, je vous invite à le faire si ça peut être une heure, 2 heures, une journée, une demi-journée, un week-end, peu importe, mais l'idée de le faire. Prévoyez des activités aussi. Parce qu'une digital detox, c'est pas, comme je l'ai mis, c'est pas partir juste aller, c'est pas l'idée de revenir à une époque différente, aller élever des chèvres ou des lamas, c'est pas ça. L'idée, c'est d'aller partir. Là, c'est une agence avec qui je travaille et qui le fait, mais qui le fait très bien, de partir dans des activités, prévoir des moments. Alors, ça peut être du team building, hein, ça peut être des moments de travail sur le rapport numérique, ça peut être des discussions sur les outils, ça peut être sur le management, ça peut être animé par des gens ou pas, mais c'est intéressant d'en faire l'expérience et ça recrée du lien et ça, c'est aussi intéressant. Ça peut être aussi un bon paradigme pour avoir des discussions sur le management, en fait, hein, aussi de se poser des questions sur l'outil numérique. L'autre point, c'est tout simplement d'avoir des engagements très clairs, même s'ils sont très simples. C'est de repartir soit de ces journées, soit de ces ateliers, avec des éléments très basiques, très simples à mettre en place, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectifs, parce qu'évidemment, on ne peut pas adresser les choses que d'un côté ou que de l'autre. Sinon, ça serait faire porter la responsabilité aussi soit aux salariés, soit à son employeur, soit aux éditeurs aussi qui ont une part de responsabilité dans tout ça. Et tout le monde est intégré dans tous ces sujets. Donc, ce n'est pas 100% nos usages personnels, ce n'est pas 100% l'outil, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire à la fin de ces ateliers, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place là, dans la semaine qui vient, dans les jours qui viennent, que je peux tester, même si c'est simple. Ça peut être, à titre personnel par exemple, ça pourrait être, je ne regarde plus mon téléphone le matin au réveil et j'essaye ça pendant 3 semaines, un mois, et je vois ce qui se passe et je note. Ça peut être, j'essaye de ne plus, on ne met plus de téléphone en réunion.
On définit qu'il y a une personne qui prend les notes, une autre personne qui règle le temps, mais il n'y a plus de multitâche en réunion. Et on teste. Et on voit ce que ça donne. Et en général, ça va être intéressant. Moi, j'essaye de pousser l'idée que je pense que c'est vraiment un axe intéressant, de faire l'expérience, de faire le test ensemble. Donc voilà, et de sortir avec des engagements. Et je vais vous donner quelques exemples d'engagements très clairs qui ont été mis en place par des entreprises qui sont pourtant très digitalisées. Alors avant ça, bon, ça c'est des petites choses, c'est de couper les notifications, par exemple, ça peut être quelque chose d'assez facile à mettre en place, de s'acheter un réveil, c'est très facile à mettre en place, de se dire qu'on regarde ses emails que 3 fois par jour, au lieu d'avoir un aspect, et de reprendre le contrôle par rapport à cet usage en le cadrant dans le temps avec des créneaux. Donc tout ça, c'est des petites pistes qu'on peut tester et qui peuvent être faciles à mettre en place, à tester. Quelques exemples d'initiatives d'entreprise, parce que je pense que c'est inspirant, parce qu'on pourrait se dire que c'est des entreprises qui peut-être sont très prises par des axes un peu d'automatisation, des choses comme ça, et qui pourtant ont mis en place des choses très, très fortes, je trouve, comme par exemple Canon qui a mis en place des journées sans email, Rakuten qui a mis aussi une demi-journée par mois sans email, ou d'autres entreprises qui ont mis des plages horaires destinées au traitement des emails. Ça, c'est quand même pas anodin de mettre en place ce genre de choses. Et je pense que ça génère des discussions, ça génère des ressentis, ça génère des éléments intéressants. Et c'est faisable. Ça n'a pas impacté leur développement commercial ni leur fonctionnement. Autre chose, là on reste sur le sujet de l'infobésité, parce que c'est quand même un sujet majeur aujourd'hui. Les entreprises qui ont bloqué leur serveur d'email, c'est-à-dire que pour l'application du droit à la déconnexion, mais aussi pour être sûr que les salariés ou que les collaborateurs, tout le monde tout simplement, ne consulte pas la nuit ou le week-end. Alors, ça pourrait poser des questions peut-être d'infantilisation si ça a été évoqué, mais dire voilà, pour être certain que vous ne soyez pas contraint de le faire ou ne soyez pas incité à le faire, ben, on bloque les serveurs. Et donc, on ne peut pas se connecter, littéralement. C'est intéressant, des logiques où justement on est dans des situations où on perd le contrôle par rapport à son usage. Ben là, on libère cette contrainte-là. Et il y a aussi Daimler qui a été encore plus loin. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui leur ont envoyé des emails, mais moi, ça m'est arrivé. Et là, on reçoit une réponse automatique qui dit « Cet email a été supprimé, le destinataire ne l'a pas reçu. Donc, si vous voulez lui écrire et être certain qu'il le reçoive, eh bien, vous pourrez le faire quand il aura de vacances, à telle heure, tel jour. » Ça, je trouve ça hyper intéressant aussi. Ça pousse, alors ça mérite d'être discuté, d'être analysé, mais c'est pour vous dire qu'on peut aller très loin dans les actions, dans les choses qu'on peut mettre en place, et ça n'impacte pas, encore une fois, il y a toujours cette crainte que ça impacte le développement économique, que ça impacte les ventes, que ça impacte les communications sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a tout un tas de craintes aussi par rapport à ça. Et non, on voit que c'est des entreprises qui se développent très bien, je pense. Donc voilà, c'était pour vous inspirer, vous donner quelques petits éléments. On a du mal à imaginer que ça peut être aussi poussé. J'ai un autre exemple d'une entreprise en Suède où c'est les bureaux qui sont reliés avec des poulies au plafond, pour vous dire à quel point on peut aller loin. Et à l'heure de fin de la journée, les bureaux sont littéralement levés avec les poulies. On ne peut plus travailler, on ne peut plus être sur l'écran. C'est terminé. Et le sol est libéré pour faire du yoga, des activités sportives, etc. C'est très coercitif, on pourrait dire. Mais c'est intéressant à voir. C'est intéressant à analyser, c'est intéressant à observer. Ça peut être inspirant sur d'autres choses. Voilà, c'est pour vous donner quelques petites idées. Sur les réunions, je prends l'exemple d'Alan qui a poussé encore le sujet encore plus loin. Ils font plus de réunions, donc il n'y a plus de sujet de multitâche pendant les réunions, il n'y a plus de réunions. Voilà, c'est un autre sujet. Ça peut être, voilà, je vous invite à réfléchir à ça, à creuser ces sujets-là et à voir et à creuser. Est-ce que le fait d'arrêter les réunions, ça a augmenté l'infobésité sur d'autres aspects? Est-ce que ça a amélioré ou pas leur communication, leur temps? Voilà, ça peut être intéressant à creuser. Voilà, très rapidement, je ne voulais pas prendre plus de temps pour avoir qu'on ait du temps sur les échanges. Juste pour vous donner quelques infos sur l'association. Donc, attention hyperconnexion. Voilà, vous pouvez nous contacter par cet email. Et
et puis à suivre. Des fois, on organise aussi des petits événements de sensibilisation. Et on va aussi lancer des actions de recherche et de prévention très prochainement, notamment en partenariat avec la MILDECA sur ces sujets-là. Donc, restez à l'écoute. Il y a des choses intéressantes qui vont être publiées prochainement. Voilà. Et je ferme le partage. Je suis disponible pour les questions-réponses comme vous le souhaitez. J'ai vu qu'il y avait différentes personnes qui avaient dit oui. Je ne sais pas si c'était pour poser des questions ou par chat. Bon, je crois que c'était pour répondre au multitasking, etc., ce genre de choses. Moi, j'ai une question sur le côté le blurring. Comment est-ce que vous voyez, quels éléments de prévention vous pouvez voir par rapport à ça, en fait, sur parce que là aussi, il y a beaucoup d'ambivalence. C'est-à-dire que, les personnes, quand on interroge les personnes, elles disent que grâce au numérique, j'améliore ma vie privée, ma vie professionnelle. Mais inversement, il y a ce chevauchement qui est très paradoxal. Est-ce que vous aurez éventuellement des pistes pour essayer d'améliorer en termes de prévention? Alors, c'est toujours ce sujet de l'ambivalence et de la valeur des effets qui sont liés à ça. On a des personnes qui nous disent, grâce à cette, j'ai pas envie de dire dérégularisation, mais libéralisation du temps de travail, mais grâce au fait que je puisse travailler en dehors de mes heures de travail, ça me permet d'améliorer ma liberté de choisir le moment où je travaille. Moi, ce que j'observe, alors je me permets de le dire, ce que j'observe, c'est plutôt en général que ce temps est additionné au reste. C'est-à-dire qu'en général, ça ne libère pas du temps dans la journée, mais ça en rajoute le soir, où on se reconnecte et on travaille un peu plus. Donc, je suis assez mitigé sur cet aspect, que ça peut vraiment rajouter de la liberté, peut-être sur certains, sur des indépendants, peut-être sur certains types. Mais là, le point, c'est que ça mérite d'être vraiment analysé au cas par cas dans l'entreprise, parce que parfois, c'est quand même un axe qui augmente encore plus le travail à domicile. Donc, je pense que là, la loi a été mise en place. Normalement, on n'est pas censé se connecter à ces communications professionnelles le soir et le week-end. Je pense que ce n'est pas par hasard. Donc, déjà, je dirais, en termes de prévention, la première chose, ça serait d'appliquer le droit à la déconnexion. Et ce droit à la déconnexion, il implique de mettre en place des mesures pour ça, ou une charte à minima, et des actions de formation et de sensibilisation. Donc déjà, par rapport à ça, il y a quand même une vraie question sur cette application du droit à la déconnexion, et puis aussi de comprendre quel est le besoin de se reconnecter et de lire ses emails et ses communications professionnelles le soir et le week-end. À quel besoin ça répond, à quel désir ça répond, à quelle injonction ça répond, à quelle contrainte ça répond. Donc, souvent, la réponse, c'est le gain de temps, souvent ce qui revient, en fait. Oui, mais ça alors, me fait gagner du temps sur ma journée, sur ma future journée, ça me fait perdre le temps. Et bien alors à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de le mesurer et de voir l'effet. Est-ce que vraiment j'ai gagné du temps le lendemain en m'étant connecté la veille? Des fois, il faut revenir aussi à des éléments de mesure, hein, ou soit qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, mais ça peut être intéressant d'avoir cette action au sein de l'entreprise, ensemble. Parce que ça peut être aussi des arguments aussi pour travailler les actions de prévention et les mettre en place aussi, et de mieux les cibler. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais si la réponse vous convient. Monsieur Dumas, qu'est-ce que vous pensez des outils de discussion comme, alors je ne les connais pas, mais Slack ou Rocket Chat ou peut-être Teams, quel regard vous avez sur ces outils? Alors là, on est sur le sujet des messageries instantanées, en fait, de tous les outils qui nous permettent d'échanger en temps réel. Alors, je peux vous dire ce que j'ai observé souvent dans les entreprises où on l'a mis en place. Souvent, ça s'est accompagné d'une augmentation du multitâche. C'est-à-dire que, d'une part, ça s'accompagne d'une augmentation de multitâche et d'un problème fondamental sur la hiérarchisation des informations qui sont échangées dans l'entreprise. C'est-à-dire que le problème notamment de ces outils, c'est que
Alors, il y a plein de choses qui rentrent en parallèle là-dedans. Je vais être un petit peu plus long. Premier point, c'est que souvent, il y a l'idée d'avoir un nouvel outil qui va répondre au problème qui est déjà là et auquel on pensait que les autres outils allaient répondre, mais auquel ils n'ont toujours pas répondu. Et donc, on rajoute encore un nouvel outil qui serait l'outil salvateur qui va enfin répondre à ce problème. Et donc, on a une superposition d'outils. On a les emails qui sont saturés. On se dit, on va rajouter la messagerie instantanée parce que ça va nous permettre de diminuer les emails, etc. Et on se retrouve des fois avec, entre les outils de visioconférence, les emails, le CRM, le RP, l'outil de management de projet. Enfin, on se retrouve avec tellement d'outils qu'on a une multiplication d'outils. Ça, déjà, c'est en termes de surcharge cognitive. Là, on est vraiment en termes de formation, d'usage, de temps passé à la prise en main, à l'implémentation. Ben, c'est très, très... Là, ça, déjà, c'est un premier problème. Il y a l'idée que l'outil, oui, d'outil bésité, ouais, ça pourrait tout à fait être ça. Il y a l'idée donc que cet outil arrive et va permettre une meilleure communication. Le problème, c'est que souvent, c'est ce que j'ai observé pour l'instant, mais souvent, c'est limité à mon expérience, hein, il n'y a pas eu de définition comment on veut organiser la communication dans l'équipe ou dans l'entreprise plus généralement, et quel outil on va utiliser en fonction du type de communication qu'on veut avoir, et notamment sur le caractère d'immédiateté de la réponse ou du délai de la réponse. Il y a des informations qui ne nécessitent pas forcément de réponse, il y a des informations qui doivent juste être transmises, il y a des informations qui doivent être datées, il y a des informations dont on garde l'historique, et des informations dont on demande une réponse peut-être dans une heure, peut-être dans une journée, peut-être dans une semaine. Et le problème de ces outils de discussion, c'est que ben, ce n'est pas inclus dans cet outil-là. C'est-à-dire que tout est mélangé, tout est traité en même temps, et souvent on a une injonction implicite qui est que si on reçoit un message sur les outils de messagerie instantanée, on doit y répondre tout de suite. Ce qui était moins le cas avec les emails, par exemple. Et donc là, ça pose des questions parce que ben, ça nous engendre plus de multitâches, plus d'infobésité, parce que clairement, dans l'usage, le coût d'envoyer un message sur une messagerie instantanée n'est pas le même que de prendre son téléphone ou d'aller au bureau de la personne. Donc, on réfléchit moins, on estime moins la conséquence que ça va avoir sur l'autre. Donc ça, c'est aussi intéressant de se poser ces questions-là. En fait, je pense qu'il faut... Moi, je botte souvent en touche parce que le point important, je pensais souvent d'avoir des discussions autour de ça parce que souvent, l'outil a été mis et puis c'est un peu débrouillez-vous. Il est là et maintenant, il faut faire avec. Et on essaye de faire comme on peut et tout le monde, souvent, essaye de faire le mieux possible. Mais il y a moins... c'est l'accompagnement, je pense, à ces outils et de la réflexion sur à quel besoin répond cet outil finalement. Ce qui est souvent un des éléments clés. Si on a une vision ingénierie, c'est quand même un des éléments clés aussi. Donc, voilà. Gros, je dirais, point d'attention sur les outils de messagerie instantanée quand même. Au niveau du timing, on arrive au bout de notre matinée. Est-ce qu'il y a encore quelques réflexions, quelques questions, Johan? Non, pas de questions.